En 2025, le morceau le plus streamé de la planète s'appelle Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars. Presque 3 milliards d'écoutes sur les plateformes, rien que sur l'année 2025. Le morceau le plus écouté de l'année d'avant, Bird of a Feather de Billie Eilish, un titre sur la peur de perdre l'être aimé, 1,8 milliard de streams sur Spotify en 2024. Et celui d'encore avant, Flowers de Miley Cyrus, qui parle de rupture et de deuil amoureux. Les 3 plus gros tubes des 3 dernières années parlent toutes de perte, de fin, de mort, pas de fête, pas de tube de l'été, mais de la tristesse, et c'est tout sauf un accident, car ça découle d'un mécanisme psychologique profond que l'industrie musicale a parfaitement compris. Avant de plonger dans le pourquoi, il faut poser un constat. La musique populaire est objectivement en train de devenir plus triste, c'est factuel. Pour comprendre, il faut parler d'un truc que la plupart des gens ne connaissent pas, le score de Valence de Spotify. Chaque morceau sur la plateforme a un score de 0 à 1. 0, c'est le plus sombre, le plus lourd émotionnellement, et 1, c'est l'euphorie pure, le bonheur qui déborde. Ce score, Spotify ne l'a pas inventé. Il vient d'une boîte appelée The Econest, rachetée par Spotify en 2014. Concrètement, leur algorithme analyse le signal audio brut d'un morceau, le tempo, l'harmonie, le timbre, le rythme, la dynamique, puis il compare ça à une base de morceaux déjà classés par des experts humains. Quand on utilise ce score pour regarder l'évolution des hits depuis 20 ans, le résultat est sans appel. La valence moyenne des morceaux du Billboard Hot 100 est passée de 0,58 en 2000 à 0,44 en 2018. Une chute de 14 points de pourcentage. En gros, la musique populaire sonne de plus en plus triste. Pour mesurer ce que ça représente, pense au tube d'avant. Hound Dog d'Elvis Presley en 56, un morceau taillé pour faire danser du rock and roll. I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston en 87, le titre dit tout. Et puis les années 2000, et il y a d'Outkast, Crazy in Love de Beyoncé, I Got a Feeling des Black Eyed Peas, des hymnes solaires conçus pour que tu bouges. Aujourd'hui le top c'est Die With A Smile, Bird of a Feather, Ordinary d'Alex Warren, une ballade sur la banalité du chagrin. Ça a d'ailleurs dépassé des dizaines de machines à tubes marketing en montant de manière organique dans le top 5 du Billboard Hot 100. Et même quand le morceau est dansant, pense à Drake qui représente à lui seul une part massive de la baisse de la valence du hip-hop. Les paroles et l'atmosphère restent mélancoliques. D'ailleurs Spotify Research l'a confirmé en 2022. Les paroles des chansons populaires sont devenues significativement plus tristes sur les 30 dernières années, alors que paradoxalement, les morceaux sont devenus plus dansants. Ça soulève une question évidente, pourquoi ? Pourquoi systématiquement la tristesse bat la joie dans les classements ? Premier élément de réponse, et il est contre-intuitif. Les morceaux tristes ne sont pas juste plus écoutés, ils sont astronomiquement plus réécoutés. En 2019, 2 chercheurs de l'université de Michigan ont étudié ce qu'ils appellent le Extreme Re-listening. Ces gens qui écoutent un même morceau des centaines de fois. 204 participants et une question simple, c'est quoi ta chanson favorite du moment ? Et combien de fois l'as-tu écoutée ? Le résultat est dingue. Ceux dont le morceau favori leur procurait une émotion bittersweet, donc amère on va dire, l'avaient écouté en moyenne 790 fois. En comparaison, ceux dont le morceau les rendait heureux, 175 fois, c'est 4 fois et demi moins. Et les auditeurs bittersweet déclaraient une connexion émotionnelle bien plus profonde. 31% pouvaient entendre l'intégralité du morceau dans leur tête, note par note, contre 12 à 13% pour les autres. La tristesse en musique ne crée pas de l'addiction, elle crée de l'attachement, une relation. C'est pas le même mécanisme qu'un tube festif qu'on passe à fond en soirée et qu'on oublie en 3 semaines. C'est un lien intime qui résiste à la répétition. Pourquoi PNL reste dans le top 7 ans après avoir sorti leur dernier album ? Parce qu'ils font du rap mélancolique. Et dans un modèle économique basé sur le nombre de streams, un morceau réécouté 790 fois vaut 5 morceaux réécoutés 175 fois. La mélancolie est le meilleur retour sur investissement émotionnel du marché. Mais alors, si écouter un morceau triste provoquait la même douleur qu'un événement triste réel, personne ne reviendrait. Le mécanisme est bien plus subtil. Il existe un concept central en psychologie de la musique, la tristesse esthétique. En gros, la tristesse ressentie à travers l'art n'active pas les mêmes circuits que la tristesse vécue dans le réel. Pour que la tristesse musicale soit plaisante, 3 conditions doivent être réunies. Elle doit être perçue comme non menaçante,
esthétiquement belle et produire des bénéfices psychologiques comme la régulation émotionnelle, le sentiment d'être compris et les réflexions sur ses propres expériences. Ton cerveau sait que tu n'es pas en danger, il n'y a pas de vraie perte, mais l'émotion, elle est réelle. Tu vis l'intensité sans le coup. C'est un simulateur de vol émotionnel. Tu traverses la turbulence sans risquer le crash. D'ailleurs, pendant des années, on a cru avoir trouvé l'explication biologique parfaite. En 2011, un chercheur à l'Ohio State University a proposé la théorie de la prolactine. L'idée était plutôt élégante. Quand on est triste, le corps libère de la prolactine, une hormone présente en haute concentration dans les larmes émotionnelles, ce qui déclenche un effet consolant. La musique triste activerait ce mécanisme gratuitement, sans vrai chagrin. Le corps produit de la tristesse, l'hormone arrive en renfort et il ne reste que le réconfort. Sauf que malheureusement, c'est faux. Et c'est Huron, le chercheur, qui le dit lui-même. Après des tests en laboratoire, dont une étude indépendante en 2021, aucune variation significative de prolactine n'a été mesurée chez les auditeurs de musique triste. En 2022, le même chercheur a publié une rétractation officielle. Sa théorie est officiellement invalide et il demande aux chercheurs de cesser de la citer. Ce qui est fascinant, c'est que la théorie ne marchait pas, mais l'effet, lui, est bien réel. On sait que la musique triste fait du bien. On ne sait juste pas encore exactement pourquoi au niveau hormonal. Et ça, c'est le genre de mystère qui rend le sujet encore plus passionnant. Ce qu'on comprend beaucoup mieux en revanche, c'est le mécanisme psychologique, et il est hyper puissant. La musique triste agit comme un ami imaginaire. Quand tu traverses un moment difficile, rupture, deuil, solitude, un morceau qui exprime exactement ce que tu ressens crée une forme de compagnie virtuelle. Il te dit « quelqu'un comprend, quelqu'un a ressenti ça aussi », et cette compagnie n'est pas symbolique, elle a un effet mesurable. En février 2025, une université chinoise a testé ça sur 149 participants, divisés en 2 groupes, ceux avec des symptômes dépressifs et ceux sans. Après une intervention musicale, les 2 groupes ont montré une amélioration, mesurée à la fois par auto-évaluation et par la variabilité de la fréquence cardiaque. C'était pas juste « je me sens un peu mieux », c'est le corps qui répond. Mais, et c'est un mais crucial, la manière dont tu écoutes fait toute la différence. L'écoute de musique triste peut être adaptive ou maladaptive. Si tu écoutes pour métaboliser, comprendre tes émotions, les traverser et avancer, l'effet est positif. Si tu écoutes pour ruminer, tourner en boucle dans la douleur sans chercher de sortie, l'effet peut devenir toxique, surtout chez les personnes dépressives. Et ça va encore plus loin. La musique triste ne fait pas que consoler l'individu, elle le connecte aux autres. Une étude l'a montré de façon frappante. 60 étudiants regardaient de courtes vidéos de personnes racontant des expériences personnelles, certaines banales, d'autres chargées émotionnellement. En arrière-plan, soit de la musique neutre, soit de la musique triste. Et quand la musique triste accompagnait un récit émotionnel, les participants ressentaient davantage de compassion et exprimaient une volonté accrue d'aider le narrateur. La musique triste ne les rendait pas tristes pour eux-mêmes, elle les rendait plus sensibles aux autres. Et ce n'est pas anodin, les personnes qui scorent haut sur l'échelle de l'empathie et de l'ouverture à l'expérience sont celles qui tirent le plus de bénéfices de la musique triste. Transpose ça à l'échelle de l'industrie, quand Billie Eilish, SZA ou The Weeknd font des milliards de streams avec des morceaux introspectifs, ce n'est pas parce que le monde va mal, c'est parce que ces morceaux activent un circuit que la musique joyeuse n'atteint pas avec la même intensité, celui de la connexion humaine profonde. Et les plateformes amplifient le phénomène. Une analyse publiée début 2026 dans Public Books a montré que les playlists Vibes de Spotify, celles basées sur l'humeur plutôt que le genre, sont systématiquement plus tristes, plus calmes et moins énergiques que les playlists de genre classique. L'algorithme ne pousse pas à la mélancolie par hasard, il pousse ce que les gens réécoutent le plus, ce avec quoi ils s'engagent le plus longtemps. Dernier mécanisme, et peut-être le plus structurel, la musique triste ne répond pas seulement à un besoin psychologique, elle comble un vide sociétal. On vit dans ce que les sociologues appellent l'épidémie de solitude. Plusieurs études estiment que l'isolement social est une crise de santé publique. Les jeunes adultes, la démographie qui stream le plus, sont les plus touchés. Et la musique triste agit précisément sur ce manque. Elle crée une compagnie virtuelle, un sentiment de connexion, une impression d'être compris. Quand tu mets un morceau de SZA dans ton casque à 2h du matin, tu n'es plus seul avec tes pensées.
quelqu'un les a formulées pour toi, les a habillées de mélodies, et des millions d'autres personnes les écoutent au même moment. C'est un paradoxe magnifique, la musique qui parle de solitude est celle qui nous connecte le plus. Compare ça avec l'époque d'Elvis ou des Beatles. La musique populaire était un art de scène, de foule, de dance floor physique. Les morceaux étaient conçus pour des corps qui se retrouvent dans un même espace. La joie était collective et physique. Aujourd'hui, l'écoute est solitaire. Un casque, un écran, un algorithme. Et dans ce contexte, c'est la musique intime qui gagne. Parce que c'est la seule qui peut simuler une présence quand il n'y a personne d'autre dans la pièce. C'est d'ailleurs pour ça que la tendance ne s'inversera pas. Ce n'est pas un cycle, c'est une réponse structurelle à une transformation sociale. Tant que l'isolement augmente, tant que les plateformes récompensent l'engagement profond, tant que les gens auront besoin de se sentir compris à 2h du matin, les morceaux tristes domineront les charts. La musique triste domine parce qu'elle exploite un circuit que rien d'autre n'active aussi bien. La tristesse sans danger, qui console, qui connecte, qui s'enracine dans la répétition. Elle est le produit parfait pour une époque où des milliards de personnes cherchent de la compagnie émotionnelle dans un écran. Vous êtes 90% à pas encore être abonné à la chaîne, alors si tu veux me soutenir, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Abonne-toi, lâche ton like et ton boost. Salut!